Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Salut tout le monde! Alors imaginons une seconde le scénario suivant. 900 soldats d'élite, tu vois vraiment l'apogée de la puissance militaire américaine. Ouais, Eh bien, ils sont balayés en une fraction de seconde par une arme qui coûte moins cher qu'une voiture de sport, quoi. c'est un truc de fou, ouais. C'est pas le scénario d'un film de science-fiction. C'est la réalité terrifiante à laquelle sont confrontées les flottes navales d'aujourd'hui. Et c'est le cœur de notre sujet. Tout à fait. Donc notre mission pour cette analyse approfondie, c'est de décortiquer un document particulièrement dense, très critique sur le conflit stratégique actuel entre les États-Unis et l'Iran. C'est un document vraiment fascinant. Grave. Ce texte met en lumière un décalage presque vertigineux entre les discours politiques tenus à Washington et la réalité implacable, mathématique du terrain militaire. Par contre, je pense qu'il est impératif de poser un cadre très strict avant de plonger dans les détails. Ah oui, vas-y, c'est important. Voilà. Les sources qu'on va explorer aujourd'hui contiennent des critiques politiques vraiment virulentes envers l'administration américaine actuelle. Ça nomme spécifiquement des figures comme Donald Trump ou Pete Hegseth. Ouais, le texte n'y va pas de main morte. C'est clair. Mais l'objectif de notre discussion, c'est en aucun cas de prendre parti ni d'endosser ce point de vue politique. Exactement. Notre rôle, c'est d'analyser de manière totalement impartiale les arguments tactiques, les doctrines militaires et la viabilité stratégique qui sont exposés dans ce texte par son auteur. Le décor est planté. Et du coup, pour comprendre ce fossé entre le discours et la réalité, il faut d'abord se pencher sur l'outil militaire principal envisagé dans ce genre de crise côtière. Le corps des marines. Voilà, les marines. En fait, c'est comme jouer une partie d'échecs au plus haut niveau. La tour, qui est censée être la pièce massive, celle qui contrôle tout un flanc de l'échiquier, Ouais. elle se retrouve soudainement inutile parce que l'adversaire a discrètement équipé tous ses pions de fusils de précision. C'est une super analogie. Du coup, les règles de mouvement traditionnelles, elles s'appliquent plus du tout. L'assaut amphibie, cette tactique légendaire de l'armée américaine, semble faire face à ce dilemme. Mais comment on en est arrivé là, techniquement ? La réponse, elle réside dans la nature même de ce qu'est une unité expéditionnaire des marines, ce qu'on appelle la MEU. D'accord. Historiquement, c'est l'équivalent d'un bataillon renforcé. On parle d'environ 2200 hommes. C'est littéralement une ville flottante avec une force de frappe autonome. Genre avec sa propre logistique et tout. Exactement. Logistique, blindés, hélicoptères, avions de chasse à décollage vertical, tout y est. Ah ouais, des kits complets. Et pendant des décennies, le concept était simple. Ces immenses navires flottaient au large des côtes en toute impunité, prêts à projeter une force massive sur une plage. Sauf que ça, c'était avant. C'est ça. Le document s'appuie sur un constat fait par l'ancien commandant du corps des marines, le général Berger. Il a dû admettre que la tactique héritée du débarquement de la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue obsolète. Obsolète, à cause de quoi ? Des missiles ? Principalement, oui. L'avènement des munitions de précision modernes, ce qu'on appelle dans le jargon les armes de déni d'accès. Ok, je veux bien comprendre la mécanique de cette vulnérabilité, parce que ça a l'air énorme. Si l'un de ces navires d'assaut s'approche des côtes iraniennes, le texte affirme qu'un seul missile moderne suffirait à provoquer une catastrophe sans précédent. Oui, un seul. On parle de la perte instantanée de 900 marines, tu vois. Et ça, c'est sans même compter l'équipage du navire en lui-même. C'est un bilan humain terrifiant. Mais comment un navire aussi lourdement défendu peut-il être mis en échec par un seul tir ? En fait, c'est une question de rythme d'évolution. La technologie des missiles a évolué beaucoup plus vite que la technologie du blindage naval. Ah d'accord. Un missile anti-navire moderne, ça vole au ras des vagues à des vitesses supersoniques. Ça laisse un temps de réaction infime au système de défense automatisé du navire. Donc le bateau a même pas le temps de voir le truc arriver. Presque pas. Et en plus, ces navires d'assaut amphibies, ils sont immenses. Ils ont une signature radar qui est juste impossible à cacher. Un éléphant dans un couloir, quoi. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, le texte souligne que les Marines ont bien tenté d'expérimenter une parade dans le Pacifique. Ah oui, j'ai vu ça. L'idée, c'était de concevoir de petits navires de débarquement qui transportaient seulement 75 marines chacun, dans l'espoir de disperser le risque. Voilà. Sur le papier, franchement, ça semble logique. Si l'ennemi coule un petit bateau, on perd 75 hommes au lieu de 900. C'est tragique, mais c'est moins pire mathématiquement. C'est ça. Ça détruit pas toute la force d'assaut d'un seul coup, mais pourquoi ce plan a été jugé comme un échec selon le document ? Pour des raisons purement logistiques et mathématiques, encore une fois. D'abord,
Même un petit navire, ça possède une signature radar suffisante pour être ciblé par des missiles modernes. Donc ils sont quand même repérés? Bah oui. Ensuite, le vrai problème, c'est que la force d'un assaut amphibie, ça réside dans l'effet de masse. Faut taper fort d'un coup. Exactement. Si tu disperses les troupes sur des dizaines de petits bateaux, tu compliques infiniment la coordination, le ravitaillement, la couverture aérienne. Ah ouais, le chaos. Au lieu d'avoir un point de fer qui frappe la plage, tu obtiens une multitude de petites cibles vulnérables, tu vois, des cibles incapables de soutenir un combat de haute intensité face à une armée conventionnelle. Donc le risque n'est pas du tout éliminé. Non, il est juste réparti de manière super inefficace. Ce qui amène à un paradoxe énorme. Si l'assaut amphibie massif s'est perçu comme suicidaire par les stratèges et que l'alternative légère fonctionne pas non plus, Ouais, pourquoi on parle constamment d'envoyer ces mêmes marines s'emparer de l'île iranienne de Hark? c'est la grande question. Et là, attends, je vais faire l'avocat du diable une seconde. L'armée américaine, elle a quand même bâti sa légende en prenant des îles fortifiées. C'est vrai. On pense à Iwo Jima, à Tarawa ou même à la Grenade plus récemment. Qu'est-ce qui rend un simple bout de terre comme Hark, dans le golfe Persique, si différent des succès historiques du passé? La différence fondamentale, selon la source qu'on analyse, c'est que Hark, c'est pas un îlot isolé sans ligne d'approvisionnement. Et c'est certainement pas la Grenade. Ok, le niveau en face n'est pas le même. Pas du tout. Le texte détaille avec précision la garnison sur place. C'est le 4e bataillon de la brigade Aref. Ce sont des pros. Ce sont pas des recrues posées là à la hâte, tu vois. Ils ont passé des années à se retrancher. Ils ont creusé de vastes réseaux de tunnels pour se protéger des frappes aériennes préalables. Ah oui, et les fameux tunnels. Donc les bombardements classiques, ça leur fait rien. Presque rien. Et surtout, la géométrie du terrain est complètement contre les attaquants. C'est-à-dire? Les forces iraniennes, elles ont des coordonnées GPS préétablies pour chaque mètre carré des plages de débarquement. Oh la vache! L'artillerie n'a même pas besoin de viser en temps réel et lui suffit d'ouvrir le feu sur des zones préenregistrées. C'est un tir au pigeon automatisé. Mais attends, une force expéditionnaire, ça débarque pas les mains vides. Les Marines, ils ont des systèmes de défense, non? Genre les missiles anti-aériens portatifs tirés à l'épaule, les manpads. Oui, bien sûr. Ils peuvent pas juste sécuriser le ciel au-dessus de la plage avec ça. Ils le peuvent, oui, mais pour un temps super limité. C'est là que l'auteur introduit la menace des vagues incessantes de drones tactiques. Ah, la guerre des drones. Voilà. Un marine sur une plage, il transporte qu'un nombre fini de missiles anti-aériens. Une fois que ces munitions sont épuisées, il n'y a pas de réapprovisionnement magique sous le feu ennemi. Bah non, c'est sûr. L'Iran, par contre, depuis le continent qui est juste à côté, peut saturer l'espace aérien de drones hyper bon marché. Et ça, le texte appelle ça un piège tactique parfait, c'est ça? Exactement, tu forces l'adversaire à utiliser des munitions à 1 million de dollars pour détruire des cibles qui coûtent à peine 20 000 dollars, jusqu'à épuisement total. C'est mathématiquement ingagnable. Le document fait d'ailleurs un parallèle historique, un truc assez glaçant, avec un événement d'avril 1975, l'incident de Koh Tang. Très pertinent comme comparaison. C'est une histoire que les gens ont souvent oubliée, mais elle résonne vachement aujourd'hui. Il s'agissait à l'époque d'une tentative de sauvetage de l'équipage d'un navire américain, le Maya Gaze. Qui avait été capturé par les Khmers rouges. Exact. L'armée américaine avait lancé un assaut par hélicoptère sur l'île de Koh Tang, et le résultat, une catastrophe absolue. Le parallèle est hyper instructif sur la mécanique de l'échec. À Koh Tang, le renseignement initial était totalement défaillant. Les défenses antiaériennes ont décimé les vagues d'hélicoptères dès l'approche. Ça pardonne pas. Non. Et les marines qui ont réussi à atterrir se sont retrouvées clouées au sol, divisées, sans aucune possibilité de repli immédiat. La comparaison de l'auteur, en fait, elle vise à illustrer ce qui arrive quand on projette une force légère contre des positions lourdement défendues et bien préparées. Et le détail qui rend l'histoire de Koh Tang si douloureuse dans l'inconscient militaire américain, c'est la fin de l'opération. Oui, la fin est terrible. Dans la panique et le chaos de l'évacuation finale sous le feu ennemi, il y a 3 marines, l'équipage d'une mitrailleuse lourde, qui n'ont pas pu rejoindre le dernier hélicoptère. Ils ont été laissés derrière. Ils ont été abandonnés sur place, capturés et exécutés par les Khmers rouges. Et donc, l'avertissement de l'auteur est clair. En tentant de prendre Kersk avec les moyens actuels, on ne prépare pas une victoire spectaculaire, on organise juste le prochain Koh Tang. C'est le risque, oui. D'ailleurs, le texte aborde aussi une sous-option stratégique, l'idée d'un raid. Un raid, c'est-à-dire? Les décideurs pourraient arguer qu'ils ne veulent pas occuper Kursk de manière permanente. Ils veulent juste y débarquer vite fait, détruire quelques infrastructures critiques avec des explosifs et repartir. C'est une vraie spécialité des forces spéciales et des marines. Mais là encore, l'auteur pose la seule question qui vaille en stratégie. Pourquoi faire? C'est ça. Si la flotte américaine repart immédiatement, l'Iran contrôle toujours la zone côtière et le détroit d'Ormuz reste menacé.
Détruire un radar ou un bâtiment sur une île, ça change pas l'équilibre de la guerre. L'auteur conclut que ce type de raid, ce serait rien d'autre qu'un exercice de relations publiques, Mais une opération conçue pour produire des images de bottes sur le sol pour les journaux télévisés. au prix de risques complètement disproportionnés pour les soldats impliqués. Ce qui nous amène directement à la critique la plus virulente du document, celle du leadership. On rentre dans le dur. Si les réalités tactiques décrivent un piège mortel aussi évident, comment on explique le ton triomphant et les assurances données par les dirigeants à Washington? C'est là qu'on voit un vrai décalage. L'analogie qui vient en tête en lisant cette partie, c'est celle d'un PDG d'une grande entreprise. Ah oui, l'usine en feu. Voilà. Imagine ce PDG qui tient une conférence de presse rassurante. Il projette des graphiques avec de grandes flèches vertes vers le haut. Il promet à ses actionnaires que tout est sous contrôle. Sauf que, derrière lui, par la baie vitrée, tout le monde peut voir l'usine principale littéralement en flammes. Le PDG continue de sourire parce que ces graphiques mesurent uniquement la température du hall d'entrée, en ignorant complètement le brasier. C'est ça, et il y a une déconnexion totale entre la métrique présentée et la réalité opérationnelle. Exactement. Et le texte utilise des citations directes pour illustrer cette déconnexion. Par exemple, l'auteur analyse les propos de Pete Hegseth, qui aurait déclaré que le détroit d'Ormuz reste ouvert, et je cite, « tant que l'Iran ne tire pas sur les navires ». Et militairement, ça n'a aucun sens. L'analyse militaire de cette phrase révèle que le fait même qu'une puissance puisse, à sa guise, tirer sur des navires pour bloquer un passage. C'est la définition même d'un détroit fermé. Exactement, ou à minima contesté. Le contrôle de l'adversaire est prouvé par sa seule capacité de nuisance. Le texte cite aussi Donald Trump qui affirme publiquement qu'il suffit au navire d'être, je cite, « courageux pour passer ». Encore une fois, il ne s'agit pas de juger la politique ici, on est d'accord. Non, bien sûr. Mais de comprendre comment le document dissèque ce type de discours. Pour l'auteur, exiger du courage face à des missiles guidés au radar, ça révèle un refus de traiter le problème mathématique posé par la technologie ennemie. On n'arrête pas un missile avec du courage. C'est clair. Et ce décalage s'expliquerait, selon le texte, par un changement profond de culture au sein du commandement américain depuis la fin de la guerre du Golfe. L'armée serait passée d'une culture de leader à une culture de manager, voire même de vendeur. Comment ça s'est passé, concrètement? Le mécanisme de cette transformation, il est longuement détaillé. Dans les années 90, l'institution militaire a massivement importé des concepts de gestion issus du monde de l'entreprise. Le fameux management, quoi. Ouais, notamment le programme de gestion de la qualité totale, le TQM. L'objectif, à la base, c'était l'efficacité comptable. D'accord. Mais cette philosophie a eu un effet hyper pervers. Elle a conditionné les officiers supérieurs à devenir des gestionnaires de métriques. Et le problème, c'est qu'un gestionnaire, quand il doit rendre des comptes au public ou aux politiciens, il se comporte souvent comme un vendeur. C'est ça. Son objectif, ça devient de protéger l'image de la marque et de prouver que le produit fonctionne, quitte à tordre la réalité du terrain pour qu'elle corresponde aux prévisions du tableau de bord. Ce qui est l'inverse total d'un vrai leader militaire. Le texte utilise d'ailleurs une figure historique incontestable pour marquer le contraste. Le général Dwight Eisenhower. Ah oui, l'exemple de la lettre. La veille du débarquement de Normandie, Eisenhower a écrit une petite note, gardée dans sa poche, destinée à être publiée si l'invasion échouait. Et dedans, il n'y accusait ni la météo, ni le manque de courage des troupes, ni l'équipement. Il prenait tout sur lui. Il assumait que si l'opération avait échoué, c'était de sa seule et unique responsabilité. C'est vraiment l'antithèse absolue de la culture du vendeur qui cherche des excuses ou nie la gravité de la situation. Et la critique de l'auteur va même encore plus loin sur les conséquences de cette culture de la gestion. Il avance des allégations hyper graves concernant de potentielles violations des conventions de Genève. Ah oui, c'est la partie la plus sombre du rapport. Oui. Selon la mécanique du TQM, si le commandement exige de montrer des résultats concrets sous forme de cibles détruites, la pression descend dans la chaîne de commandement. Faut faire du chiffre. C'est ça. Et l'auteur suggère que pour satisfaire ces quotas de réussite et maintenir l'illusion d'une campagne de bombardement efficace, l'armée pourrait être incitée à bombarder des cibles sans aucune valeur militaire. Genre des écoles vides ou des bâtiments civils abandonnés. Juste pour alimenter les statistiques de succès. Exactement. C'est terrifiant. Et ce besoin compulsif de sauver les apparences, au lieu d'adapter la stratégie, ça a des conséquences désastreuses sur le champ de bataille. D'ailleurs, il y a un concept qui m'échappe souvent quand on parle de conflits asymétriques. C'est cette idée de savoir qui dicte le rythme. À l'initiative. Oui. Si les États-Unis passent leur temps à réagir pour cacher les failles de leur dispositif, qui a réellement le contrôle de la guerre? C'est le cœur de la théorie stratégique moderne. Et c'est là qu'intervient la boucle OODA. OODA. C'est un concept élaboré par le stratège militaire John Boyd.
Explique-nous ça. L'acronyme signifie observer, s'orienter, décider et agir. Boyd, il a initialement pensé ça pour les combats aériens. Imagine 2 pilotes de chasse. Ok, je les vois. Chacun observe l'autre, s'oriente par rapport à la menace, décide d'une manœuvre et agit. La règle d'or est mécanique. Celui qui parvient à exécuter ce cycle d'étapes plus rapidement que son adversaire prend un avantage définitif. Donc, si je comprends bien, si je prends une décision et que j'agis, pendant que toi, tu es encore en train de t'orienter par rapport à ma position précédente, ma nouvelle action rend ton analyse obsolète. Tout à fait. Du coup, tu es forcé de recommencer ton cycle d'observation, tu es enfermé dans ma boucle de décision, tu es perpétuellement en retard. Exactement. Tu subis. Et le diagnostic du document est formel. L'Iran a réussi à s'introduire dans la boucle Ouda de l'armée américaine. C'est dingue. Parce que le commandement américain est alourdi par des considérations politiques et une lenteur décisionnelle bureaucratique. L'Iran observe, décide et déploie ses moyens asymétriques beaucoup plus vite. Et ils ont des exemples de ça dans le texte? Oui, le texte cite des faits concrets pour illustrer cette perte d'initiative. La pression constante et imprévisible de l'Iran a contraint les États-Unis à réagir en urgence, notamment en retirant 5 précieuses batteries de défense antimissiles THAAD de Corée du Sud. Ah oui, et aussi des batteries patriotes qui étaient déployées dans le Pacifique. Voilà, tout ça pour les redéployer en catastrophe au Moyen-Orient. Et ça, c'était évidemment pas du tout le plan stratégique initial du Pentagone, qui souhaitait se concentrer sur l'Asie. C'est vraiment l'illustration parfaite d'une force obligée de subir le rythme de l'adversaire. Complètement. L'auteur pointe aussi du doigt une autre réaction dictée par la panique. C'est la volonté soudaine de déployer des avions A-10 Warthog. Ah, le A-10. Ouais, c'est un appareil légendaire. Il est adoré par une bonne partie de la sphère politique pour son canon mitrailleur massif, le fameux bruit qu'il fait. Il est souvent vu comme la solution miracle pour nettoyer le terrain. Mais le document pulvérise totalement ce mythe technique. Ouais, l'analyse de l'auteur rappelle les fondements de l'aéronautique militaire. Le A-10, c'est un avion conçu pour l'appui aérien rapproché, ce qu'on appelle le CAS. D'accord. Pour utiliser son canon efficacement, il doit voler très bas et relativement lentement. C'était redoutable en Afghanistan ou en Irak contre des insurgés qui étaient dépourvus de défenses antiaériennes sérieuses. Mais là, on n'est pas face à des insurgés. Non, la mécanique change totalement face à l'armée iranienne, qui est équipée de radars avancés et de missiles solaires de dernière génération. Autrement dit, un A-10 volant à basse altitude au-dessus de l'Iran, ce serait juste une cible d'entraînement pour leur batterie antiaérienne. Exactement. La seule façon pour un A-10 de survivre dans cet environnement contesté, ce serait de voler à 30 000 pieds d'altitude pour échapper aux missiles à courte portée. Sauf qu'à cette hauteur, la raison d'être de l'avion disparaît. Bah oui, son canon est totalement inutile. Il devient juste un transporteur de bombes lent, sans aucune des caractéristiques de furtivité des avions modernes. Réclamer l'envoi de A-10, c'est donc pas une décision stratégique fondée sur la réalité tactique. C'est une réaction psychologique, qui cherche une icône réconfortante face à une impasse technologique. C'est très bien résumé. Et ce chaos dans la chaîne de décision, il ne se limite pas à des choix de matériel inadaptés. Ça engendre des drames humains très réels, très loin des micros de Washington. C'est le moment de parler du ciel. On a souvent l'impression que la supériorité aérienne américaine signifie que le ciel est un endroit sûr pour leurs pilotes. Mais le document raconte un incident effroyable qui prouve le contraire. La collision des ravitailleurs. C'est ça, la collision en plein vol entre 2 énormes avions ravitailleurs KC-135 au-dessus de la province d'Anbar, en Irak. Ça a causé la mort de 6 aviateurs américains. Initialement, on pourrait supposer qu'un missile ennemi a frappé. Mais l'auteur précise d'emblée que ce n'est pas le cas. L'espace aérien au-dessus de la province d'Anbar était formellement sécurisé. Des troupes américaines au sol patrouillaient la zone spécifiquement pour empêcher toute infiltration de lance-missiles portatifs ennemis. Donc, la destruction de ces 2 appareils n'est pas due à l'action directe de l'Iran. Non, c'est dû à une défaillance de la mécanique interne de gestion de l'espace aérien. Mais comment c'est possible ? Comment 2 avions d'une telle taille, qui sont équipés de radars, peuvent se percuter dans un espace sécurisé ? La réponse du document donne vraiment le vertige. Il décrit un espace aérien au-dessus de l'ouest de l'Irak totalement congestionné, embouteillé par des centaines de vols quotidiens. C'est le trafic aux heures de pointe, mais dans le ciel. Imagine des dizaines d'avions de chasse rentrant de mission au-dessus du territoire iranien. Beaucoup ont dû activer leur post-combustion qui consomme énormément de carburant pour esquiver les radars ou les tirs ennemis. Ils arrivent dans l'espace aérien irakien avec les réservoirs pratiquement vides, en situation d'urgence absolue. Et c'est là que les ravitailleurs KC-135 doivent intervenir. Ce sont des stations-service volantes massives qui sont très peu maniables. Ouais.
Ils doivent constamment modifier leur trajectoire de vol préétablie pour aller à la rencontre de ces chasseurs en détresse. Le texte décrit des contrôleurs aériens et des avions radar AWACS totalement dépassés par le volume d'appareils. Surtout que l'espace est parfois partagé avec des alliés. Oui, comme des chasseurs israéliens traversant la même zone. C'est la saturation du système de gestion. Et dans ce balai chaotique exécuté dans l'urgence, deux trajectoires se sont croisées. Boum, 6 morts. Non pas à cause d'une frappe ennemie, mais à cause de la précipitation et d'une guerre qui tourne au chaos logistique. C'est terrible. Et ce qui rend la lecture de ce document encore plus troublante, c'est que l'auteur affirme que ce mur de réalité face à la puissance iranienne avait été anticipé. Les services de renseignement savaient. Le document évoque un rapport de renseignement crucial rédigé par Tulsi Gabbard, bien avant l'escalade actuelle. Il disait quoi ce rapport exactement? Le rapport de Tulsi Gabbard, synthétisant les données de la communauté du renseignement, il posait un diagnostic super clair et dépourvu d'illusions. Sans filtre, quoi. Voilà. Il avertissait la Maison-Blanche qu'un conflit ouvert avec l'Iran, dans les conditions actuelles, ne mènerait ni à un renversement de régime, ni à une victoire militaire conventionnelle nette. D'accord. Les capacités de déni d'accès de l'Iran rendaient les objectifs stratégiques américains inatteignables à un coût acceptable. L'auteur du texte défend vivement l'analyse de Gabbard en soulignant que son rôle était de fournir la réalité brute des faits au pouvoir exécutif. Une réalité qui, selon le texte, a été délibérément ignorée par la présidence. Oui, parce qu'elle ne correspondait pas au narratif politique souhaité. Bon, il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle. Ce document nous brosse le portrait d'un appareil militaire immense, technologiquement avancé, mais piégé par ses propres contradictions et par l'hubris de son commandement. C'est exactement ça. Des tactiques comme l'assaut amphibie des marines, mais héritées d'une autre époque, sont rendues mortelles par des drones bon marché et des missiles agiles. Des îles comme Kark se transforment en forteresses inexpugnables, ravivant les fantômes de Koh Tang. Et au-dessus de ça, une direction politique et militaire qui, selon l'auteur, a remplacé le leadership par la gestion d'images. Refusant de voir que l'adversaire tourne plus vite qu'eux dans la boucle ODA. Et au final, ce sont des êtres humains, des pilotes ou des fantassins, qui naviguent à l'aveugle dans cette déconnexion entre Washington et le terrain. Et tu sais, l'analyse de ce document, elle oblige vraiment à élargir la focale. Si le diagnostic de l'auteur s'avère exact, ça révèle une paralysie doctrinale et technologique de la première puissance militaire mondiale face à une puissance régionale asymétrique. C'est un précédent énorme. Il est essentiel d'y réfléchir sous un angle plus vaste. Que se passe-t-il en ce moment même dans les états-majors de Pékin ou de Moscou? Ah ouais, ils doivent observer ça de près. Bien sûr. Ces grandes puissances géopolitiques scrutent le moindre mouvement de ce conflit. S'ils constatent que l'Occident s'enferme dans ses propres illusions et peine à contrer de simples drones et des défenses côtières, quelles conclusions en tirent-ils pour leur propre stratégie future? Genre concernant Taïwan ou l'Europe de l'Est. Exactement. C'est une perspective vraiment glaçante. Ça nous ramène à notre analogie initiale. Quand la tour se fait neutraliser par de simples pions, ce ne sont pas seulement les règles de cette partie-là qui changent. C'est le jeu mondial tout entier qui doit être réappris. Et c'est pas gagné d'avance. Non, c'est sûr. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration rigoureuse des lignes de front. Il est donc essentiel de garder un esprit critique et de toujours chercher à comprendre les mécanismes cachés derrière les déclarations officielles. À bientôt. À la prochaine.